tous, bienvenue. Parrainage pour la présidentielle d'avril prochain. Décidément, vous l'auriez constaté, mesdames, messieurs, le sujet n'a pas fini d'empoisonner la vie aux politiques et à tout un peuple. Outre les passes d'armes incessantes, le héros déballage. Un député de la mouvance Ahmed Tidjani Afo Obo, pour ne pas le nommer, aura à visage découvert déclaré s'être vu confisquer son formulaire de parrainage par son parti, l'UP, à des fins inavouées. Il a alors, dans la foulée, saisi la Cour constitutionnelle pour contestation de l'authenticité du parrainage portant son nom à son insu. Désormais, c'est le branle-bas. Parrainage à la béninoise, message, menace pour la paix ou objet de stabilité. Il s'agit là du thème en débat ce jour et déjà sur ce plateau en notre compagnie, Fatih Ousmane, observateur de la vie politique. Il est avocat au barreau de Dijon en France. Il a accepté donc de nous accompagner durant ces 45 minutes. Fatih Ousmane, bonjour à vous. Bonjour Joël Tongi, bonjour à vos téléspectateurs, bonjour à Monsieur Tougan. Oui, merci de nous répondre et merci pour la disponibilité accordée. Il a annoncé, chez téléspectateurs, son vis-à-vis n'est pas un homme de droit, journaliste d'investigation. Il n'est plus à présenter. Boris Tougan, c'est son nom, analyste politique. Il est le directeur général du quotidien, l'enquêteur aussi en difficulté devant la HAC. Boris Tougan, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour chers téléspectateurs. Merci de répondre à notre invitation. Je vous remercie de m'inviter souvent parce que c'est la seule tribune qui me reste désormais pour m'exprimer au Bénin. Non, je vous en prie. En tout cas, ce plateau, pour vous qui vous interrogez au quotidien, mesdames, messieurs, est pour tous, pourvu que ce soit des contributions pour un Bénin plus prospère. Donc merci d'être des nôtres. Alors, le bruit a longtemps couru, des formulaires seraient confisqués par des partis politiques. Depuis peu, vous l'avez sans doute constaté, ce n'est plus une rumeur, mais une réalité. En tout cas, un député aurait levé un coin de voile sur la question. Pour vous qui ne l'avez pas suivi, chers téléspectateurs, nous allons jouer cet élément témoin. Ensuite, nous reviendrons sur le plateau avec nos invités. C'est l'un des gros sujets qui défraie actuellement la chronique, la réalisation. Lorsque vous retirez, vous êtes obligé d'aller déposer ça au siège des partis. Et moi, je suis de IP. J'ai déposé mon formulaire de parrainage au siège des partis, de mon parti. Jusqu'aujourd'hui, moi, je ne sais pas à qui j'ai parrainé. Il faut qu'on se dise la vérité. Personne ne peut pas oser de m'appeler, de me dire que voilà où j'ai parrainé le président de la République, M. Talon, où j'ai parrainé le candidat de FCB à Alassane Gimba ou à Gossa. Personne, je ne sais pas à qui j'ai parrainé. Moi, dans ma tête, ce qui est clair, moi, je pense que jusqu'aujourd'hui, c'est comment le parrainage, ce n'est pas encore... il n'est pas encore utilisé nos parrainages. Si le parrainage était... il nous a laissé la main. Je crois qu'il y a beaucoup de députés qui veulent parrainer les partis de l'opposition. Et parmi nous, il y a d'autres qui ont fait choix sur Mme Rekeyat Mandegou. Vous savez, si c'était avant, il y a un sondage, on voit, on l'appelle les leaders politiques. Donc je dois parcourir partout pour leur demander leur vie. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas. Sur le régime qui est là, tu ne peux pas. Et je vais vous dire quelque chose. Les gens qui votent, les militants qui votent à moi là, ils ne parlent pas. Hein. C'est des vieux, c'est des jeunes, et c'est des charges qui sont là, qui ne parlent pas. Voilà. Lorsque maintenant on dit qu'il y a d'autres qui n'ont pas de parrainage, on les écarte. Et nous on a peur. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu passes à quelque part, on dit que voilà, c'est les députés là, ça. Les jours que ça va piter là, ils vont voir, ces enfants, nos enfants, nos parents vont voir ce qu'ils vont faire. Et nous on a peur. Parce qu'on a des familles, il faut protéger tes familles. Et voilà la déclaration qui défraie depuis peu la chronique. Boris Tougan, vous l'avez suivi. Vous étiez aussi de ceux qui doutaient de ce que les députés puissent être en possession de leur formulaire.
on a eu du mal à vous croire parce qu'on a affaire à des hommes suffisamment responsables et qui l'avaient dit aussi être prêts à faire le travail jusqu'au bout. Il s'agit de leur voix, rien que de leur voix. Actuellement, on entend plutôt un autre son de cloche. Non, moi je ne suis pas étonné par cette déclaration de l'honorable Afo Abou Ahmed Tijani. Parce que vous vous rappelez qu'il y a quelques semaines plus tôt, lors de sa dernière sortie dans Jeune Afrique, le chef de l'État disait ceci, que le jeu, il parlait des élections présidentielles, le jeu sera ouvert et que il y aura beaucoup de candidats. Ce n'est pas de la précision, il n'est pas un devin pour savoir qui irait ou qui n'irait pas à ces élections. Donc, pour moi, il y avait déjà anguille sous roche. Parce que, selon le législateur, ce n'est pas le chef de l'État, escalité premier magistrat, qui décide de qui va bénéficier du parrainage. Donc, pour moi, les dés étaient déjà faits. Mais vous savez, quand j'ai fini de suivre le député Soubi, j'ai soupiré et je me suis dit que, définitivement, que ce pays a une âme vivante. Ah bon? Parce que quand vous suivez, vous analysez de fond en comble l'acte de ce monsieur, vu son niveau intellectuel, il faut qu'il soit vraiment mu par une force surnaturelle pour faire ce qu'il a fait. Parce que Expliquez-vous. Quand vous examinez le personnel politique, vous analysez le personnel politique de mon pays, il est au bas de l'échelle. Vous avez vu comment il s'est exprimé, mais il a pris son courage à deux mains pour crever l'abcès. Il a dit, suivez son discours, vous analysez le contenu de son discours. En tout cas, on y est. Il dit que personne ne lui a demandé qui il veut parrainer et qu'on lui a dit d'aller déposer son document, le document de parrainage, au siège de l'UP. Et que lui, s'il devait agir de son propre chef, il aurait parrainé telle personne. Il l'a dit. On va apprécier les discours tout à l'heure, mais avant, on va écouter Maître Fatih Ousmane. Vous avez suivi le député dans sa déclaration. Surprise pour vous, ou ça répond de la normalité? Écoutez, je pense qu'il faut savoir d'où on vient. Sur le parrainage, Joël, on a déjà tout dit. Essayons de faire œuvre utile, essayons d'être pédagogues. Merci bien, allons-y. Ce système, il a été voulu volontairement, délibérément et de manière pernicieuse. Il a été voulu opaque et il a été voulu presque flou. Je vous prends l'exemple des pays qui l'ont expérimenté avec peut-être un peu plus de succès, en tout cas un peu plus de sérieux. Vous prenez la Côte d'Ivoire, vous prenez le Sénégal. C'est des pays qui ont décidé de ce système de parrainage et c'est dans ces pays-là, par loi, je parle entre les lois et la Constitution et les décrets d'application, vous avez environ une vingtaine d'articles qui posent le principe, en explicitent le bien fondé et en déterminent les modalités. Vous avez entre la loi, la Constitution, la loi et les décrets éventuels ministériels ou les arrêtés, plusieurs articles, une vingtaine d'articles par pays qui déterminent et qui définissent les modalités de ce parrainage. Au Bénin, entre la Constitution et la loi et le Code électoral, il y a à peine 3 articles. Et je pense qu'il y a à peine 3 articles. Il n'y a pas eu le moindre décret ministériel, il n'y a pas eu le moindre arrêté, il n'y a pas eu la moindre note d'information, il n'y a pas eu la moindre circulaire pour
expliquer comment est-ce que le parrainage doit se faire entre les 10 élus, étant précisé que la Constitution parle d'élus et que la loi est venue préciser les seuls maires et les députés, parce que évidemment ça permettait au pouvoir en place d'avoir moins de choses à gérer, d'avoir moins de personnes à surveiller et d'avoir une mainmise beaucoup plus directe sur les fameux parrains. Donc on a voulu instaurer un système sommaire, lapidaire et flou parce que ça permettait derrière d'en faire toutes les interprétations qu'on voulait et toutes les applications qu'on voulait. Ce n'est même pas la Cour constitutionnelle qui a interprété cela, ce n'est pas la Cour suprême, c'est la Sénat. La Sénat, dont ce n'est pas le rôle, la Sénat n'a pas vocation à édicter ou à interpréter une loi, elle a vocation à appliquer cette loi. Et c'est donc à la Sénat qu'il est revenu, on l'avait sur votre plateau également critiqué, c'est donc à la Sénat qu'il est revenu le soin de décider de comment le système de parrainage allait se faire. Et donc, la Sénat a décidé que ce seraient des formulaires individuels, jusque-là, pourquoi pas, mais que ce seraient des formulaires secrets ou anonymes. Vous avez compris que dans l'anonymat ou le secret qui a été préparé par la Sénat, ça ouvrait la porte à toutes les dérives possibles. Et voilà la dérive qu'on est en train de constater. Voilà ce courageux député qu'on a raillé par ailleurs pour son élocution dans sa langue, dans la langue qui n'est pas la sienne, du français, qui aujourd'hui joue le courageux devant les Béninois parce que probablement lui-même sensibilisé par le fait qu'il était temps que les 10 élus de notre Parlement se réhabilitent vis-à-vis des Béninois. Donc ce qu'on a aujourd'hui, c'est ce que moi j'avais fustigé il y a quelque temps en suggérant à l'opposition et aux candidats à l'élection présidentielle de faire délivrer des sommations interpellatives par huissier à chacun des parrains. Et je suis sûr qu'on se serait aperçu de ce qu'aucun d'entre eux n'était détenteur et en possession des formulaires de parrainage, parce qu'il est bien évident que si on avait laissé la possibilité à chacun d'entre eux de faire selon sa volonté, selon la volonté de sa base, comme le dit le député Souy, on aurait eu des députés et des candidats de la vraie opposition. Je parle notamment d'un Frédéric Joël Aïvo, qui pour moi représente l'alternative la plus sérieuse. Mais ça, c'était la petite parenthèse politique aujourd'hui. Donc je pense aujourd'hui que le système tel qu'il est en train de dériver et qui porte les germes d'une crise politique majeure, jamais reconnue par notre pays, il a été voulu par le pouvoir en place, parce que c'était que par ce système-là qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, c'est-à-dire désigner et choisir ses partenaires d'un match amical sur le scrutin présidentiel. C'est ce que Francis Laloupo récemment qualifiait de privatisation du scrutin et du processus électoral au Bénin. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Donc, Fatih Ousmane, oui. Est-ce que ça fait quand même pas paradoxal lorsque, c'est vrai, beaucoup l'ont fustigé, que ce n'était pas le rôle du chef, mais quand le chef, lors de cette tournée, il disait qu'il est heureux des efforts fournis par les démocrates, il a dit nommément qu'il aimerait bien voir et les FCBE et les démocrates à ce scrutin, et que ce dernier vienne déclarer ce qu'il a dit. Il voulait même parrainer le candidat du parti, les démocrates, mais malheureusement, il n'avait pas eu les coups de franche pour le faire. Et quelle lecture vous en faites ? Par rapport à la contradiction qu'il y a entre le discours du chef de l'État et la déclaration récente du député, moi j'ai déjà dit sur votre plateau il y a quelque temps, pendant que le chef de l'État faisait sa tournée, que de mon point de vue et de mon appréciation de citoyen, mais également de juriste, il n'appartenait pas au chef de l'État de décider de qui serait ou pas candidat. Ce n'était pas le rôle du chef de l'État d'octroyer des récépissés à tel ou tel parti. Ce n'était pas le rôle du chef de l'État de venir affirmer pendant une tournée dite de reddition des comptes que les démocrates seraient représentés à l'élection présidentielle et qu'il y aurait une liberté, un pluralisme de candidats. Tout cela, de mon point de vue, procède de deux choses. Déjà, on sait aujourd'hui que le chef de l'État, l'exécutif béninois, a érigé ce que moi je considère comme des barricades autour de lui depuis des années désormais, le parrainage étant la dernière barrière, la dernière forteresse autour de laquelle ils entendent échapper
à la sanction populaire et au vote des Béninois, alors qu'eux-mêmes revendiquent un bilan extraordinaire. De mon point de vue, ce que nous sommes en train de voir là, et qui va nous renvoyer plus tard à la crise politique majeure dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est l'illustration de ce que le discours officiel est en totale contradiction avec la réalité. La réalité aujourd'hui, c'est que le chef de l'État et ses députés, l'exécutif béninois ont voulu d'un parrainage dont le principe, une fois de plus je le rappelle, n'est pas contesté. Ils ont voulu d'un parrainage qui, dès la base, Joël Ntoudi, était faussé parce que dès lors même qu'il a été voté, le chef de l'État disposait d'une majorité de parrains avec les 83, finalement 82 députés, qui s'est ensuite confortablement renforcé avec le scrutin communal de mai 2020. Donc on avait potentiellement sur les 160 parrains, le chef de l'État en avait déjà la quasi-intégralité si on compte les 7 ou 6 des FCBE dont on sait bien évidemment aujourd'hui, et ça c'est un secret de polichinelle, que les FCBE ne sont pas de l'opposition puisque ce parti a été arraché à l'opposition pour être un faire-valoir en tout cas, c'est Maître Fatih Ousmane qui le dit. Maître Fatih Ousmane, vous me permettez, Boris Tougan, le contenu du message de Soui, pourquoi beaucoup sont-ils tentés d'y accorder un blanc-seing? Je reviendrai sur la question avec Maître Fatih Ousmane. Bon, nous ne pouvons pas commettre l'imprudence de ne pas accorder du crédit aux propos d'un député. C'est un député, c'est un élu. Et compte tenu de cette responsabilité, disons, légale ou institutionnelle, on ne peut pas, puisqu'il est un parrain. Donc, vous ne pouvez pas le condamner d'avoir exprimé un doute par rapport à l'usage qu'on a fait de son titre. Puisqu'il dit qu'il ne sait pas qui il a parrainé en réalité. Mais moi, pour moi, c'est le contenu de son discours, pour moi, n'a qu'un objectif, c'est de lancer l'alarme. Mais nous devons aller au-delà. Quel est le processus qui nous a conduit là? Vous avez dû vous rendre compte que le parrainage a été injecté comme un poison dans le dispositif législatif ou dans le dispositif légal à travers la loi 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la Constitution. Et dans cette loi, dans cette constitution révisée, il n'y a qu'un seul article qui parle du parrainage. L'article 44 nouveau. Où, au dernier alinéa, on nous dit que pour être candidat au poste de président de la République ou de vice-président, il faut avoir 10% de parrain. C'est tout. Et pour ceux qui ont l'habitude de lire les textes de loi, on devrait dire tout au moins que les autres détails seront situés par la loi. Ça veut dire qu'on devrait nous renvoyer vers un code. Mais vous allez voir le code électoral, c'est-à-dire la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral. Il n'y a que 2 articles. Il n'y a que 2 articles et qui ont présenté de façon laconique ce que c'est que le parrainage. 2 articles où on a juste dit, on a pratiquement repris le même article dans la Constitution. Donc c'est un flou total qui a été organisé. Alors qu'il y a un principe de droit qui dit, nous l'appelons si délégué. Il n'y a pas de... On ne peut pas décréter une procédure sans que la loi n'en parle. Aujourd'hui, qui peut nous dire de façon concrète quelle est la procédure du parrainage? Donc, compte tenu de ce silence de la loi, chacun décide de faire ce qu'il veut. Tantôt, on nous a dit, le chef de l'État nous a dit,
tout le monde aura le parrainage. Après, les chefs des deux partis politiques siamois de la mouvance disent il faut déposer les parrainages au siège des partis. Ce que l'honorable Soui a fait. Mais quand ils montent au créneau, publiquement, ils disent nous avons voulu parrainer les partis d'opposition, mais ils ont refusé. J'ai suivi avec émoi l'honorable Dakwe Sossou qui disait que par rapport à Rikiat Madougou, qu'elle n'a pu bénéficier du parrainage parce qu'elle serait très jolie et qu'elle aurait dû s'abstenir de se mêler à des histoires politiques. Je suis tombé des nues. Je me suis dit, mais vous voyez, je suis en noir parce que je suis en deuil. Parce que quand vous écoutez quelqu'un qui a été déjà près de 4 fois député, venir dire publiquement que une personne humaine n'a pas tous les droits que tout le monde parce qu'elle serait femme et que je croyais qu'elle serait très jolie. C'est que je me demande, mais qu'est-ce qui nous arrive? Bon Dieu, où es-tu? Vous avez suivi? Est-ce qu'il faut inviter bon Dieu dans ce débat? Oui, parce que quand nous sommes au bord du précipice. Là, nous sommes à une position de non-retour. Et quand j'ai continué par suivre les discours, j'ai écouté mon grand frère Oden Aladati avec désarroi. Pourquoi? Dans une vidéo que j'ai suivie sur les réseaux sociaux, il disait que le parrainage, tel qu'ils le mettent en œuvre, est la thérapie pour régler les questions cruciales qui gangrènent notre démocratie. C'est la synthèse de cette déclaration. Et encore cela vous embête? À chacun sa conviction. Non, c'est peut-être l'idée. Et dans l'application, il y a des difficultés. Il fait preuve de malhonnêteté intellectuelle en ne reconnaissant pas que c'est plutôt le parrainage qui amène les problèmes que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas parce que... Non, attendez. Ce n'est pas parce que lui, il est cousin du chef de l'État que tout ce qui est fait doit l'arranger et arranger sa famille. Où était-il? Mais où était M. Oden Aladati avant l'apparition de Patrick Talon, qui le connaissait? Non, vous ne ça ne veut pas dire que... S'il vous plaît. On ne fait pas un débat de personne, mais Oden Aladati, c'est un parcours. Quand on parle des acteurs de la société civile au Bénin, vous n'allez pas occulter... Vous parlez de société civile et vous parlez de politique. Est-ce la même chose? Non. Parce que vous avez dit qu'il connaissait. Ce ne sont pas les mêmes qualités. Ok, vous parlez du politique, Oden Aladati. Oui, mais il ne peut pas venir tomber du ciel dans un débat et commencer par... faire des déclarations du genre. Si vous parlez quand même du président de la commission des lois. Encore qu'il est président de la commission des lois. Ça veut dire que c'est sa machine qui produit tous les désagréments auxquels les Béninois sont assujettis aujourd'hui. Vous permettez, on va évoluer. Oui, on revient à ce discours de Soui et les implications pour voir un peu ce à quoi on pourrait aboutir. Mais avant, oui, dites, j'avais posé la question, je reviens là-dessus. Maître Fatiou, pourquoi accorder un blanc-seing à ce discours de Soui? Alors, je n'accorde pas de blanc-seing à ce discours de Soui. Je m'interroge d'ailleurs sur le sérieux de tout cela. Soui, le député Soui, a dit une chose, oui. Et je considère que c'est une prise de conscience personnelle. C'est quoi cette chose? En tant qu'individu, a vis-à-vis des Béninois. Il est venu dire une chose, qui est de dire que sa base, ses électeurs, en tout cas les gens qui le soutiennent, lui ont demandé de porter son parrainage sur la personne désignée par les démocrates. Et il fait le constat qu'il est dans l'impossibilité matérielle, puisqu'ayant déjà remis son formulaire de parrainage à son parti, comme demandé et probablement exigé par plus haut que le parti, il fait le constat que son vote, son parrainage est dès lors faussé. Et je note que, d'après ce qui se dit sur les réseaux sociaux, il a saisi la Cour constitutionnelle
pour contester l'authenticité de ce parrainage. Alors, bon, on peut s'interroger sur la régularité de cette procédure, parce que je pense que c'est pas la Cour constitutionnelle qui va venir vérifier la véracité ou l'authenticité de sa signature, mais ce sont les juridictions de l'ordre juridictionnel. Mais ça questionne sur un fait. Ça questionne sur le fait que aujourd'hui, notre pays vit une situation d'insécurité juridique qui entraîne une situation d'insécurité physique pour tout le monde. De quel point de vue? Alors, de quel point de vue, je ne sais pas si cela vous a échappé, Joël, mais il y a quelques jours un communiqué de l'ambassade des États-Unis dans la nouvelle administration Biden. Pour la première fois depuis que le Bénin organise des élections en période démocratique, a fait passer un communiqué, une communication politiquement dont le retentissement doit nous interpeller tous. L'ambassade des États-Unis a dit ceci. J'appelle globalement les forces de sécurité, les forces policières et les forces de l'armée à observer la plus stricte neutralité et surtout à veiller à la protection du peuple et des citoyens béninois qui manifestent pacifiquement ou qui manifesteront pacifiquement dans le cadre de cette élection et de ce scrutin présidentiel. C'est quelque chose qui doit nous interpeller tous. L'heure est grave. C'est la première fois, de mon point de vue, et c'est inédit, que l'ambassade américaine vient dire et s'adresse strictement et directement, non plus aux politiques, mais aux militaires et aux policiers républicains pour qu'ils pensent à la souveraineté et à la souveraineté populaire et à la protection, parce que notre État ne nous protège plus. Notre État organise l'insécurité juridique pour faire en sorte que l'insécurité physique règne et la terreur règne. Ce que cela souligne et ce que cela signe, c'est que notre État ne nous protège pas, Joël Yetondi. Et en réalité, lorsque monsieur le député sort et fait cette communication, ce à quoi il pense, c'est à son intégrité à lui. C'est d'abord à son intégrité morale. C'est le contrat qu'il a passé avec sa base. Mais c'est aussi à son intégrité physique, parce que lorsque tout cela sera rétabli et que nous reviendrons dans une situation de démocratie et de restauration de nos libertés, il faudra que tous, fils de ce pays, fils et filles de ce pays, nous puissions nous regarder les yeux dans les yeux pour nous dire à quel moment est-ce que nous avons rempli nos devoirs vis-à-vis des Béninois. C'est ça la vraie question qui est posée par la sortie du député. J'ai pas vocation à le croire plus qu'un autre. Par contre, lorsque j'entends le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale nous dire que ce parrainage serait la solution ou notre second pacte social, si j'ai bien compris l'idée qu'il entendait développer ce week-end, j'ai peur, j'ai des craintes sur le sérieux de ce qui se fait à l'Assemblée nationale. Je vous donne 2 raisons pour lesquelles j'ai des craintes. La première, c'est que ce même président de la commission des lois est venu dire que le fait de voter en procédure d'urgence, c'est-à-dire, Joël, plus vite qu'on ne révise des statuts d'une association et d'une société de droit privé, le fait de venir réviser en procédure d'urgence une constitution, le pacte social d'une nation entière était normal. Vous trouvez que ce président-là peut être pris au sérieux lorsqu'il vient nous sortir de telles énormités? Moi, je pense que non. Je viens dire aussi que ce même président de la commission des lois, je l'ai entendu fustiger, critiquer la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples lorsqu'elle prend des décisions assises sur des textes approuvés par le Bénin qui font partie intégrante de notre droit positif. Je l'ai entendu dire, ce président de la commission des lois, que la Cour africaine des droits de l'homme était sortie de son cadre. Je, personnellement, crois un peu plus un député qui prend conscience de sa responsabilité qu'un président de la commission des lois qui prend des postures partisanes, qui violent les principes essentiels même de notre démocratie. Voilà pourquoi je crois que M. Soui est peut-être devenu plus sérieux,
plus crédible lorsqu'il se rend compte qu'il a commis des erreurs par le passé et qu'il tente de les corriger, je le crois un peu plus lui que celui qui me dit le contraire de ce qu'il est censé défendre. Alors, Boris Tougan, voilà le regard de maître Fatih Ousmane. Mais l'homme, aujourd'hui, si entre-temps il est devenu plus conscient, pour reprendre l'expression de l'homme de droit, dit... Ces populations qui nous doiteront demain pour dire ce sont eux. Mais il paraît que l'éthique, ce n'est pas forcément la chose la mieux partagée en politique. Ce réveil soudain ne mérite-t-il pas plus de réflexion? Non. Moi, je pense que l'honorable Ahmed Tidjani a été tout juste réaliste. Parce que c'était un élu FCBE jusqu'en 2016 où le président Talon venait au pouvoir et compte tenu de la machine qui était en face, il a dû se ranger parce que et bien qu'il ne soit pas instruit, c'est un homme raisonnable parce qu'il s'est rendu compte que ceux qui ne se sont pas rangés ont été forcés à l'exil. Maintenant, il est arrivé à un niveau où il a décidé de prendre ses responsabilités. Parce que ne confondez pas deux choses. Il n'est pas instruit, ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent. Il a dû faire recours à des gens pour lui lire la loi. Et c'est là qu'il s'est certainement rendu compte que dans la loi, il n'a jamais été dit que je suis obligé de remettre mon parrainage à quelqu'un pour qu'il en fasse ce qu'il veut. Donc, c'est en se rendant compte de cette supercherie qu'il a décidé de prendre ses responsabilités et de parler. Parce qu'il s'est rendu compte que la loi l'autorise à parrainer qui il veut. Mais qu'on ne lui en a pas donné l'opportunité. C'est pourquoi moi je dis que je crois intégralement à ce qu'il dit. Et parce que il sait, il a bien lu tout. C'est un député. Et il s'est rendu compte qu'à l'Assemblée, on ne leur donne pas le temps de faire des amendements. Mais ici, à l'heure où nous parlons, il sait que le chef de l'État est en fin de mandat. Il n'a plus un contrôle total sur lui, son mandat qui n'est pas un mandat impératif. Lui, député, il se sent un peu libre vis-à-vis du chef de l'État. C'est pourquoi il a décidé de prendre ce risque-là. Et vous avez vu ce qu'il a dit? Il a dit à la fin de son discours que quand nous passons aujourd'hui, nous sommes toisés. On nous dit, bon voilà, c'est les députés là. Ça veut dire qu'il ne se sent plus en odeur de sainteté vis-à-vis du peuple. Entre le peuple et le chef de l'État, il a fait son choix. Donc, je vous en prie, ce monsieur-là, il devrait être décoré. Pas qui? Alors, quelle pourrait être la suite de cette sortie qui ne fait que faire couler assez d'encre et de salive? Bon, conséquent de droit, il a saisi la Cour constitutionnelle en se basant sur les articles 114 et 117 de la Constitution. Et selon la loi, la Cour constitutionnelle a 5 jours pour statuer. Bon, si nous devons prêter foi à la qualité du président de la Cour constitutionnelle, il devra tout faire pour dire le droit. Maintenant, bon, si il veut confirmer que la Cour est devenue, continue d'être une caisse de résonance, bon, la Cour va se déclarer incompétente et on avisera. Voilà. Qui avisera? Le peuple avisera. Sérieusement. Maître Ousmane Fatiou, oui, on est obligé d'en parler. L'homme rappelle d'abord qu'au regard des dispositions, il lui revient amplement de pouvoir parrainer qui il veut. Mais découvre que ça n'a plus été le cas. Quelle pourrait être la conséquence de cet acte au regard de la loi? Alors, ce n'est pas seulement la réaction du député qui nous pose problème, c'est tout ce qui entoure ce scrutin. Vous savez, le parrainage n'est que l'arbre qui cache la forêt de l'édifice antidémocratique qui est mis en place depuis quelques années au Bénin. Il y a cette question du mandat présidentiel qui est censé s'arrêter au 6 avril 2021. Il y a cette question de cette révision constitutionnelle dont on sait aujourd'hui qu'elle a été invalidée par la Cour africaine
des droits de l'homme et des peuples. Il y a cette question de la maîtrise et de la domination qu'exerce l'exécutif béninois sur l'ensemble du système institutionnel et démocratique de notre pays, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, la Sénat, le COSLEPI, la Cour suprême, la société civile, la justice. Tout est entre les mains et concentré entre les mains d'un seul clan, d'un seul régime, d'un seul exécutif. Donc on n'est plus réellement dans une situation de démocratie. Donc on a un vrai problème aujourd'hui. Le parrainage, en réalité, c'est le dernier rempart qu'ils ont érigé devant eux. Donc ce que nous renseigne, ce que cette situation nous dit, c'est que nous sommes dans une situation de crise. Nous sommes dans une situation de crise politique majeure. Le chef de l'État a face à lui une vraie décision à prendre, c'est celle d'assumer historiquement, politiquement, le fait de décrisper la situation et de faire en sorte qu'il y ait des assises nationales convoquées rapidement, pour que soient mises à plat toutes les situations chrysogènes, tous les points qui posent problème et sur lesquels il y a des solutions qui sont connues, qui sont évidentes, qui permettront d'apaiser la situation et de nous conduire vers un processus électoral apaisé, équitable, transparent et véritablement démocratique. Ce qui va se passer dans les prochaines semaines, et mon co-débatteur l'a dit avec de manière assez sommaire, ce qui va se passer dans les prochaines semaines, c'est que nous sommes en face d'une situation d'abord juridique. Il faudra laisser le temps à chacun de se positionner. Au candidat est conduit et écarté abusivement parce que privé d'un parrainage dont on sait aujourd'hui que, y compris au sein des partis politiques, il a été dévoyé. Il va falloir laisser donc le temps à ces candidats de faire leur procédure et de saisir la Cour constitutionnelle des recours adéquats et dans le même temps, il y aura le temps du politique. Et le temps du politique, il est aujourd'hui entre les mains de celui que le clergé a appelé à prendre ses responsabilités, que la société civile a appelé à prendre ses responsabilités, que la communauté internationale a appelé à prendre ses responsabilités, que désormais le peuple béninois tout entier appelle à prendre ses responsabilités. C'est le chef de l'État. C'est à lui aujourd'hui de décider devant les citoyens, devant l'histoire, que son nom et sa présidence ne sera pas entachée une deuxième fois par les exactions que nous avons subies et connues en avril et mai 2019. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Donc, celui qui a causé cette situation est le même qui doit prendre la responsabilité de la régler, de la résoudre, et ce, dans le sens de l'intérêt général, parce que je considère qu'il n'appartient pas à un chef de l'État d'affirmer, même si la phrase est incomplète, qu'il va menacer la paix de notre pays. Ce n'est pas le rôle d'un chef de l'État. Un chef de l'État fait en sorte que la paix règne dans le respect des valeurs qui sont les nôtres. Et aucune réforme... Je suis tenté de vous demander de conceptualiser lorsque vous dites qu'il ne revient pas à un chef d'État. Et puis la suite de votre phrase, c'est toujours bon de conceptualiser. Pour être clair, aucune réforme, Joël Itondi, aucune loi, aucun projet politique ne justifie qu'il y ait des morts dans un pays, y compris lorsque la personne qui a initié ces projets-là est convaincue qu'ils sont bons pour la société, parce que je pense que ce qui est bon et ce qui est fait dans le sens de l'intérêt général et de la satisfaction de l'intérêt et des intérêts de tous ne peut pas entraîner de mort et ne peut pas entraîner toute cette crise dans laquelle nous nous installons sur un plan politique et qui va finalement dégénérer sur des atteintes physiques. Merci. Donc voilà la situation dans laquelle nous sommes. Ok. Oui, Boris Tougan, est-ce qu'on peut dire véritablement avec cette sortie que c'est vraiment l'imbroglio de trop qui pourrait amener le chef de l'État à marquer une pause? Et à cette étape du processus, revient-il au chef de l'État de vouloir mettre un arrêt à la machine en cours? Merci beaucoup. Vous savez, je regrette beaucoup l'absence d'un débatteur ou d'un membre de la mouvance présidentielle sur ce plateau, parce que j'ai comme l'impression qu'il ne mesure pas dans toute sa plénitude les conséquences
de la toile qu'ils sont en train de tisser. Parce que, vous savez, une élection présidentielle est une élection majeure dans la vie démocratique d'un pays. Et quand vous faites toutes vos recherches, vous vous rendez compte que, pour la plupart du temps, les crises politiques majeures dans la quasi-totalité des pays, les crises politiques commencent par des élections présidentielles mal organisées. Puisque le droit positif a fait du président de la République l'organe suprême qui décide de la vie en communauté. Donc, là où nous sommes en train d'aller, j'ai l'impression que les turiféraires du régime et autres encenseurs ne savent pas que c'est tellement sensible que nous devons nous départager de nos intérêts personnels. Ce n'est pas parce que on est resté loin du pouvoir d'État pendant 20 ans qu'il faut sacrifier des vies humaines pour s'accrocher pendant 10 ans. Donc, c'est pour répondre à votre question, pour vous dire que là où nous sommes, avec les déclarations de l'ONAPS, oui, c'est que c'est un coup de boutoir à tout le système qui s'est effondré comme un château de cartes. Il n'y a plus rien à faire. Il faut tout stopper. Vous vous rappelez qu'en pleine élection communale, ils ont dû faire une relecture du code électoral. Oui. Ça veut dire que c'est même plus urgent maintenant. C'est même plus nécessaire de faire quoi? Qu'on stoppe tout, qu'on revoie les lois. Pour aller chez le dentiste, c'est quand il faut y aller. C'est maintenant qu'il faut y aller. Puisque là, maintenant, les Béninois ne dorment pas. Il y a une psychose. C'est à dire que... Juste parce que Soui n'a pas pu parrainer qui il veut, il faut arrêter le processus? Non, il vient de dévoiler le poteau rose. Oui, il vient de nous dire que bon, je suis avec eux, mais ce qu'ils font ne nous arrange pas. Je vais demander à Maître qui va en même temps conclure, mais Maître, juridiquement, est-ce que cette démarche tient la route? Parce qu'un député, comme on l'a constaté, a fait une déclaration comme celle-là, suffisant pour arrêter un processus de cette envergure? La démarche du député tient la route. Parce que le formulaire est individuel, nominatif, et par nature, d'après les interprétations faites par la Sénat, anonyme et secret. À partir de là, il appartient à chacun des parrains de signer, de s'identifier et de désigner nommément celui vers qui à qui ils apportent leur parrainage. Donc en réalité, le fait que le député ait été dépossédé irrégulièrement de son parrainage, de mon point de vue, de son formulaire en tout cas de mon point de vue, ça frappe la procédure de parrainage d'un véritable problème de légalité et de régularité. Donc si on arrive à démontrer que l'ensemble des parrainages procèdent de la même irrégularité, de la même fraude au parrainage, on va pouvoir démonter le système et en revenir à une situation très simple. Si le chef de l'État et les siens, comme le chef de l'État le disait lors de son discours à la nation, pense réellement que le bilan qui est le sien est tellement beau, est tellement bon et positif et élogieux, eh bien qu'il laisse les Béninois lui dire combien ils sont satisfaits de son travail. Qu'il autorise et qu'il laisse les Béninois choisir, parce qu'en réalité, ce qu'il faut dire, j'en terminerai sur ça, en érigeant le parrainage, ce n'est pas l'opposition seulement que le chef de l'État entend exclure, c'est le peuple béninois. Il entend détacher le peuple béninois de l'essence de la démocratie, c'est-à-dire le droit le plus inaliénable de choisir ses dirigeants. Merci à vous, Maître Fatih Ousmane. On vous a compris. Boris Tougan, pour conclure l'émission du jour. Comme vous l'avez posé comme question tout à l'heure, le seul, l'alpha et l'oméga qui puisse nous tirer de ce pétrin où nous sommes, c'est le chef de l'État. Et l'honorable Soui lui a montré le chemin, qu'il prenne la décision salvatrice qui puisse nous éviter
le chaos qui pointe à l'horizon. Merci à vous, monsieur Boris Tougan. Merci également à vous, maître Fatih Ousmane. Chers téléspectateurs, ce fut un plaisir. Pas disponible aujourd'hui. On espère les avoir avec nous demain. Demain, c'est un autre jour pour un autre type de débat. À très bientôt.